J'ai eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment à gauche, à dire, voyez, il est temps de rendre la richesse, de répartir la richesse. Antoine Léaumont, pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle d'avoir des millionnaires supplémentaires dans le pays, alors? Plutôt une mauvaise nouvelle en réalité, enfin une bonne si on partage la richesse, une mauvaise si on continue comme ça. Vous savez, nous on a un programme qui vise à améliorer la vie des gens et pour cela nous estimons qu'il faut partager la richesse. J'ai fait quelques calculs parce que au final les millionnaires, bon, avoir 1 million d'euros, c'est pas franchement facile, mais disons, ça peut arriver, effectivement. Vous avez parlé de l'immobilier, des gens qui ont acheté il y a longtemps, qui se retrouvent dans des situations où il y a une forte augmentation du prix de l'immobilier, peuvent se retrouver dans une situation où ils deviennent millionnaires. C'est des cas assez rares, mais quand vous avez acheté il y a longtemps, par exemple à Paris, vous pouvez vous retrouver avec un appart qui d'un seul coup prend énormément de valeur. Mais par contre, ce qui est choquant pour moi, c'est la fortune des très gros riches. Et dans l'étude qui est lancée par UBS, on apprend qu'il y a 3890 ultra riches. Qu'est-ce qu'un ultra riche pour UBS? C'est quelqu'un qui a plus de 50 millions d'euros de patrimoine. Et j'ai fait un petit calcul, juste comme ça, en se disant, mettons que tous ces ultra riches ont chacun vraiment que 50 millions d'euros. Et prenons-leur la moitié de leur richesse. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 87 milliards d'euros. Et vous avez là une somme considérable pour faire un grand nombre de choses. Et quand il y a 10 millions de pauvres dans notre pays, clairement, si on veut régler un des problèmes de la pauvreté, le partage de la richesse, c'est un des moyens. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que je vous ai dit que la totalité de l'argent, si tout le monde avait 50 milliards, ça faisait 97 milliards d'euros si on prenait que la moitié. Mais si on prend que la moitié de la fortune de Bernard Arnault, à lui tout seul, ça fait 110 milliards d'euros. Et vous voyez qu'il y a à l'intérieur, y compris des personnes qui sont riches, notamment des millionnaires, il y a des gens qui sont des ultra riches. Et nous, ce que nous voulons, c'est partager la richesse des personnes qui ont énormément d'argent, de ceux qui ont beaucoup d'argent, de ceux qui ont trop d'argent, dans un pays dans lequel il y a, à l'autre bout de la chaîne, des gens qui meurent dans la rue. Voilà quelque chose qui est extrêmement immoral. Être milliardaire, je ne parle pas des millionnaires, être milliardaire dans un moment où il y a des gens qui meurent dans la rue, 2000 personnes chaque année dans notre pays, c'est immoral. Tiens, Pierre Kufferman. Il ne vous aura pas échappé que plus vous êtes dans la catégorie que vous qualifiez d'ultra riche, plus votre patrimoine est composé de ce qu'on appelle le patrimoine professionnel et essentiellement d'actions de votre propre entreprise généralement. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passerait, d'après vous, si on décrétait que l'État prenait la moitié des actions détenues par un Bernard Arnault ou par d'autres personnes ultra riches sur les marchés financiers? Quel impact serait sur les marchés financiers? Est-ce que vous ne pensez pas que la valeur de ces actions diminuerait considérablement et que donc ce qu'on récupérait, on ne le récupérerait pas vraiment? Alors précisément, nous avons pour notre part, dans notre programme, l'idée que le patrimoine doit être limité. C'est-à-dire qu'au-delà de 12 millions d'euros d'héritage, nous décidons qu'on prend tout. Effectivement, vous avez raison, si nous prenons les actions sur les marchés financiers, et de fait, si nous prenons possession des actions sur les marchés financiers, pour les transformer en argent sonnant et trébuchant, il faut d'abord vendre ces actions. Mais sachez-le, l'État est capable de gérer de l'actionnariat qu'il récupérerait de manière un peu intelligente. Nous avons pour ça un certain nombre d'outils à l'intérieur de l'État. Et d'ailleurs, l'État est actionnaire d'un certain nombre d'entreprises, et je ne crois pas, jusqu'à preuve du contraire, que ces entreprises se soient effondrées sur les marchés financiers pour le seul prétexte que l'État en est propriétaire. C'est d'ailleurs garanti normalement dans la Constitution de 1946, le préambule de la Constitution de 1946, qui dit que tout ce qui est a vocation à devenir un service public doit être nationalisé. Vous voyez qu'on s'en éloigne un petit peu. Mais revenons sur la question du patrimoine. Oui, il y a un problème avec les patrimoines excessifs dans notre pays parce que, je le répète, quand il y a à un bout de la chaîne des gens qui se font beaucoup d'argent, et il n'y a pas que l'argent patrimonial. Vous avez peut-être vu que Bernard Arnault, très récemment, enfin la famille Arnault, a touché 2,8 milliards d'euros de dividendes. Il s'agit là, en l'occurrence, d'argent sonnant et trébuchant qui tombe sur le compte en banque de la famille Arnault. 2,8 milliards d'euros pour une seule famille. Est-ce que vous ne trouvez pas ça choquant? Je veux dire, le commun des mortels n'arrive même pas à se représenter ce que ça fait 2,8 milliards d'euros en nombre de chiffres. Il faut l'écrire sur une feuille pour être capable de voir ce que ça représente comme somme monétaire. Eh bien, c'est le hasard, hein, mais c'est exactement la somme que Emmanuel Macron a fait en cadeau aux ultra-riches avec la suppression de l'ISF. On était à 3 milliards d'euros. Vous voyez que c'est des données qui sont à peu près similaires. Bien sûr, mais là, puisqu'on parle de la répartition du patrimoine, que l'on dit que la France a plus de millionnaires, ces gens qui ont des moyens, c'est aussi des gens qui consomment. Il y a de la TVA, ça rentre dans les caisses de l'État, ça fait vivre des commerçants. Est-ce que aujourd'hui, il ne faut pas plutôt se satisfaire de savoir qu'on a un pays qui continue d'avoir de la croissance? Parce que si jamais on met plus d'imposition,
Alors, et dans un pays qui est déjà Oui. quasiment champion champion d'Europe, c'est sûr, quasiment champion du monde de la taxation, vous voyez, est-ce que ça n'aura pas un effet inverse? Je veux dire, il faut être dans un cercle vertueux de croissance, Antoine Léaumont. Deux choses. D'abord, la France, effectivement, prélève un certain nombre d'impôts. Mais la France fait aussi la santé gratuite, l'école gratuite et, d'une manière générale, un certain nombre de services. C'est pas gratuit. Oui, mais précisément, c'est payé par les impôts. À quoi servent les impôts? Eh ben oui, mais c'est précisément parce que c'est payé par les impôts que c'est gratuit. C'est-à-dire qu'on socialise une partie de notre revenu, tous, on donne une partie de notre revenu pour que certaines choses soient ou gratuites ou moins chères. Et je peux vous dire que dans un pays comme la France, vous n'hésitez pas à aller vous faire soigner, alors que dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, où il y a moins de prélèvements sociaux, c'est vrai, eh bien vous allez hésiter à vous faire soigner parce que vous n'avez pas forcément les moyens de vous faire soigner. En France, c'est moins le cas, mais je dis que ce n'est pas nécessairement le cas partout parce que l'intégralité des soins ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Et ce que nous proposons, nous, d'avoir le 100% sécu. Mais l'impôt sert à ça. L'impôt a une logique redistributive. Et précisément, ce qui s'est passé dans les années précédentes, c'est que petit à petit, ceux qui contribuaient davantage parce qu'ils avaient davantage d'argent se sont mis à moins contribuer parce que des pouvoirs politiques successifs leur ont laissé en quelque sorte le champ libre. Et on se retrouve dans une situation dans laquelle nous accumulons les millionnaires en même temps que nous accumulons les plus pauvres. C'est cette situation-là qu'il faut régler et le seul moyen de la régler, je suis désolé, ça ne va pas plaire aux plus riches, c'est effectivement de partager la richesse. Maintenant, il y avait une deuxième partie à votre question. Je continue si vous me laissez le temps de finir. Mais il y avait une deuxième partie à votre question. C'est les riches consomment, etc. Ils font tourner le pays, etc. C'est vrai, mais n'empêche que si on partageait la richesse et qu'on redistribuait la richesse, vous inquiétez pas que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont consommer, puis ils vont consommer local. Ils vont s'acheter de la meilleure nourriture. Ils vont s'acheter de la nourriture bio, par exemple, alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Donc, ils vont financer mieux aussi les agriculteurs de notre pays qui passent en bio. Bref, vous mettez en place un cercle vertueux parce que précisément, quand on a beaucoup d'argent, on a tendance à le thésauriser, à le garder dans un coffre, alors que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on a tendance à le dépenser. Donc, on fait encore plus tourner la machine économique et potentiellement, on fait encore plus tourner le commerce local. Voilà une manière de redistribuer la richesse et de faire en sorte d'améliorer la vie de tous, certes au détriment de quelques-uns, mais qui ont tellement qu'en réalité, ça ne leur fera pas grand-chose. Vous savez, quand vous avez 50 millions d'euros, si on vous en prend 25 millions, ok, d'accord, vous n'êtes pas très content, mais vous avez encore 25 millions d'euros, ça va peut-être aller quand même pour faire la vie, non? Merci Antoine Léaumont, député France Insoumise, merci d'avoir été avec nous.